Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez déjà payé cher pour une plante? Peut-être quelques euros pour une orchidée ou un bonsaï? Mais imaginez dépenser le prix d'une maison pour une simple fleur. Cela serait incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, en Hollande, au XVIIe siècle, c'est exactement ce qui s'est passé. Certaines personnes ont littéralement dépensé une fortune pour une tulipe. Oui, vous avez bien entendu, une tulipe. Pas n'importe quelle tulipe, évidemment, mais une qui avait le pouvoir de rendre fou tout un pays. Cette jolie fleur colorée, à un moment donné, était plus chère que l'or. On pourrait penser à une légende urbaine, mais non, c'est bel et bien réel. C'est ce qu'on appelle la tulipomanie, l'une des premières grosses bulles spéculatives de l'histoire, où la passion pour une fleur a déclenché une folie économique sans précédent. Alors, prêt à plonger dans cette histoire incroyable et à comprendre comment une simple tulipe a pu causer tant d'agitation? C'est parti! Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Pour comprendre cette folie autour de la tulipe, remontons un peu le temps. Tout a commencé au début du XVIe siècle, loin des Pays-Bas, en Asie centrale et en Turquie pour être précis. Les tulipes étaient alors cultivées et chéries depuis des siècles dans ces régions, souvent utilisées dans l'art et la décoration pour symboliser l'amour et l'abondance. C'est là que les voyageurs européens, fascinés par ces fleurs aux couleurs vives, les ont découvertes lors de leur périple. L'un de ces voyageurs, Ogier Ghiselin de Busbecq, ambassadeur de l'empereur Ferdinand Ier auprès du sultan ottoman Soliman le Magnifique dans les années 1550, est particulièrement intrigué par ces fleurs. D'ailleurs, dans ses lettres, il décrit la magnificence des jardins ottomans, où les tulipes s'épanouissaient en abondance. C'est lui qui rapporta des graines de tulipes en Europe, en espérant recréer la splendeur de ces jardins. Mais c'est aux Pays-Bas que la tulipe trouva véritablement sa place et devint bien plus qu'une simple fleur. La terre riche et le climat favorable du pays se sont avérés parfaits pour leur culture. En quelques décennies seulement, à partir des années 1590, les Hollandais tombèrent amoureux de ces fleurs exotiques. Les botanistes et horticulteurs, fascinés par leur variété et leur beauté, commencèrent à les cultiver avec passion. Les festivals de tulipes sont devenus des événements courants où les gens se rassemblaient pour admirer les nouvelles variétés. Carolus Clusius, un botaniste de renom de l'époque, aussi connu sous le nom de Charles de l'Écluse, joua un rôle crucial dans cette histoire. Il planta des tulipes à l'université de Leyde, introduisant ainsi cette fleur à un public plus large et suscitant un intérêt grandissant. Ces expérimentations et ces croisements ont donné naissance à de nouvelles variétés, renforçant davantage l'attrait pour ces fleurs. Toutefois, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est lorsque les Hollandais ont réalisé que certaines tulipes, en raison de mutations et de particularités, étaient extrêmement rares. La valeur de ces tulipes a alors grimpé en flèche, lançant la nation dans une frénésie spéculative qu'elle n'avait jamais connue. La possession d'une tulipe rare est alors rapidement devenue un symbole de statut social élevé. Mais comment une fleur, aussi belle soit-elle, a-t-elle pu mener à une telle obsession? Pour comprendre cela, il faut plonger dans la culture, l'économie et la société néerlandaise de l'époque, où la prospérité et le désir d'exclusivité ont fusionné pour créer le terreau parfait pour la tulipomanie. Les Pays-Bas au XVIIe siècle étaient véritablement l'épicentre de la culture, de l'innovation et de la prospérité européenne. Situés au croisement des routes commerciales majeures, ils étaient en plein âge d'or. Le commerce maritime, l'art avec des maîtres comme Rembrandt et la science avec des pionniers tels que Leeuwenhoek étaient florissants. La République des Provinces-Unies, nom sous lequel les Pays-Bas étaient connus, brillait tel un phare de la civilisation, attirant commerçants, artistes et intellectuels des quatre coins de l'Europe. Dans ce contexte de prospérité sans précédent, la riche bourgeoisie néerlandaise, nouvellement établie, aspirait à afficher sa fortune et son goût raffiné. Les citoyens avaient non seulement les moyens financiers, mais aussi le désir insatiable de posséder des objets rares et luxueux. Et dans cette quête de distinction, les tulipes, avec leurs couleurs vives et leurs motifs uniques, étaient la pièce maîtresse. Cependant, cette obsession dépassait largement la simple acquisition de biens de luxe. Les tulipes s'étaient transformées en une passion dévorante, presque en une forme d'art en soi. Les jardiniers et horticulteurs, dans leur quête d'excellence, rivalisaient d'ingéniosité pour créer de nouvelles variétés toujours plus captivantes, aux motifs et couleurs envoûtants. En 1637, une variété particulièrement prisée avait atteint le prix record de 6700 florins, la célèbre monnaie d'or néerlandaise. Pour donner une idée, le coût d'un seul de ces bulbes pouvait égaler celui de 2 maisons, 8 fois le prix d'un veau gras et 15 fois le salaire annuel d'un artisan. Certaines de ces variétés
comme la mythique Semper Augustus, aux veines pourpres et blanches, était devenue si rare qu'elle valait une grande demeure bourgeoise sur les canaux d'Amsterdam. Par ailleurs, la tulipomanie ne se limitait pas aux jardins et aux foires aux fleurs. Les tavernes, les cafés et même les places publiques, lieux traditionnels de rassemblement social des Hollandais, se transformèrent en bourses informelles, où l'effervescence autour des bulbes de tulipes était palpable. Ce n'étaient plus seulement des fleurs, mais des actifs, presque des monnaies d'échange. Des contrats étaient négociés et échangés dans ces lieux bruyants, promettant la livraison de bulbes à une date ultérieure, inaugurant ainsi ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme l'un des premiers marchés à terme. Au cœur de cette fièvre, des histoires rocambolesques émergèrent. Des marchands prêts à troquer leur boutique, leur commerce entier, pour un bulbe d'une variété exceptionnelle. Et puis, il y avait ces anecdotes presque comiques, mais tragiques pour les concernés, où des marins affamés, ne discernant pas la différence, confondaient ces précieux bulbes de tulipes avec de simples oignons, consommant par erreur ce qui représentait une fortune. Imaginez la surprise du propriétaire découvrant que sa fortune avait été réduite à une simple soupe. Ces histoires, mêlant fortune soudaine et déclins abrupts, sont le reflet d'une époque où une fleur pouvait bouleverser le destin d'un homme. Et pourtant, malgré ces signes avant-coureurs, rien ne présageait de l'effondrement à venir de cette folie florale. Mais, comme le dit le vieil adage, tout ce qui monte doit redescendre. Et ce principe universel s'est avéré indéniablement vrai pour cette bulle spéculative en particulier. Malgré l'ambiance presque euphorique qui régnait, les prix exorbitants exigés pour certains bulbes de tulipes ont commencé à dépasser même la folie générale. Ces sommes, bien qu'acceptées sans broncher pendant un temps, ont commencé à apparaître, même aux yeux des plus optimistes, comme profondément irréalistes. Le premier avertissement, le coup de semonce qui a ébranlé la confiance dans cette manie florale, s'est manifesté lors d'une vente aux enchères à Haarlem. Dans cette salle où résonnait habituellement le chuchotement des enchères et l'éclat des bulbes vendus à des prix d'or, un silence lourd s'est installé. Pour la première fois, des bulbes mis en vente sont restés invendus. Ce n'était pas simplement un incident isolé, mais le présage d'une tempête à venir. Le vent du doute a commencé à souffler. Les personnes qui jusque-là s'étaient livrées à des paris audacieux et avaient échangé des contrats promettant des tulipes à des prix fixés pour l'avenir, ont soudainement pris conscience des risques. Cette prise de conscience, pareille à un frisson glacial, a parcouru le marché. Les propriétaires de ces contrats ont tenté désespérément de les vendre, cherchant à limiter leurs pertes. Ce qui avait commencé comme une petite brise de panique s'est transformé en un ouragan, entraînant une chute drastique des prix des tulipes. Les rues qui autrefois s'animaient du tintement joyeux des pièces d'or se sont remplies des soupirs de ceux qui ont tout perdu. Devant l'ampleur de cette crise financière, une intervention gouvernementale est devenue impérative. Mais les autorités étaient en territoire inexploré. Comment naviguer dans les eaux tumultueuses d'un marché si unique? Comment stabiliser un navire chahuté par les vagues de la spéculation et de la peur? La décision fut finalement prise que les contrats établis pendant cette période effrénée ne seraient pas juridiquement contraignants. Une solution imparfaite, certes, mais une tentative néanmoins de jeter l'ancre et d'apporter un semblant de calme à une nation en proie à la tempête. Mais les conséquences économiques et sociales de la tulipomanie ont été profondes et durables. Des familles entières, qu'elles soient issues de la classe ouvrière ou de la bourgeoisie, ont ressenti la morsure cruelle de la ruine financière. L'image du citoyen moyen, ayant économisé pendant des années, investissant ensuite dans l'espoir d'une vie meilleure grâce aux tulipes, est particulièrement poignante. Ces mêmes personnes ont vu leurs rêves se briser et leur sécurité financière disparaître, souvent en l'espace de quelques jours ou semaines. Les commerçants, qui étaient souvent considérés comme les sages gardiens de l'économie, n'étaient pas mieux lotis. Même ceux qui avaient traversé de nombreuses tempêtes économiques ont été pris au dépourvu par l'ampleur et la rapidité de la chute. Des entreprises qui étaient autrefois des piliers de la communauté et qui semblaient imperturbables ont fermé leurs portes, submergées par l'ampleur des dettes contractées pendant les jours les plus fous de la tulipomanie. La crise a également érodé la confiance dans les institutions économiques du pays. Les Pays-Bas, grâce à leurs compétences en matière de commerce et de navigation, étaient considérés comme un phare de prospérité et de stabilité en Europe. Cependant, après la tulipomanie, cette image s'est ternie. La question qui brûlait toutes les lèvres était: si les solides institutions financières néerlandaises pouvaient s'effondrer si facilement, quelles garanties avait-on ailleurs? Cette crise a donc non seulement remis en question la robustesse des systèmes financiers locaux, mais elle a aussi ébranlé la confiance dans les marchés à l'échelle internationale. Après avoir subi un tel bouleversement économique et social, les Pays-Bas se sont alors retrouvés face à un miroir réflecteur des excès de l'humain.
leur propre histoire est devenue une source d'introspection. Avec le temps, la tulipomanie s'est imposée comme un avertissement solennel pour les générations futures, une leçon vivante sur les dangers inhérents à la spéculation effrénée et à la fièvre de l'or. Même aujourd'hui, les économistes et les historiens la citent comme un exemple classique de bulle spéculative, illustrant parfaitement ces moments où la logique et la raison sont reléguées au second plan, submergées par la cupidité et une exubérance irrationnelle qui semble, pour un temps, sans limite. Mais, au-delà des pertes financières et du tumulte économique, la tulipomanie a également laissé un héritage culturel indélébile. Les tulipes, malgré la controverse et le chaos qu'elles ont engendré, sont restées un symbole cher au cœur des Néerlandais. Elles ornent toujours les champs, les jardins et les maisons, représentant aujourd'hui une part importante de leur identité nationale et de leur fierté. Et, comme toute grande histoire qui traverse les âges, celle de la tulipomanie nous rappelle l'équilibre délicat et souvent précaire entre passion et raison, entre les rêves les plus audacieux et la réalité parfois cruelle qui les attend.